Je vous accueille bien volontiers pour le début en fait de ce salon Rent. Règle du jeu, la concision. On a 45 minutes, 5 intervenants, beaucoup de choses à dire. Mais je sais que vous savez être très concis et que vous connaissez tous très bien votre sujet. Alors, un mot pour préciser ce qu'a dit la jeune femme qui a lancé ce débat et cette journée. On a décidé de parler de la loi Allure, parce qu'effectivement, elle marque un tournant dans les obligations de formation de la profession, des professions, de l'administration de biens et de la transaction. Je vous donne 2 chiffres. Jusqu'à présent, et depuis quelques années, c'était 10 000 personnes qui se formaient en formation continue chaque année au sein de cette collectivité professionnelle qui comprend de l'ordre de 250 000 personnes. La loi Allure va imposer à 150 000 personnes environ, parmi ces 250 000, de se former chaque année et donc de faire de la formation continue. Vous mesurez l'accélération de l'histoire, vous mesurez aussi la contrainte que cela va constituer pour les professions, contraintes pratiques, contraintes économiques, financières. Et bien évidemment, avec les organisateurs, on ne pouvait pas ne pas penser que les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans ce salon étaient une forme de réponse, alors peut-être pas exclusive. J'ajoute, même si les débats du Conseil national de la transaction et de la gestion, l'UNIS en fait partie, Alain Millet est vice-président de l'UNIS, il peut le confirmer, même si ces débats sont confidentiels, pour avoir été auditionné par le CNTGI, je crois qu'on ne m'en voudra pas de dire que très probablement les textes d'application de la loi Allure qui vont paraître dans les semaines, peut-être dans les jours qui viennent, vont faire une place de choix à l'enseignement distanciel. Enseignement à distance, vont autoriser et même préciser que cet enseignement peut avoir une place importante. Ça va sans doute être quantifié sur tant de jours qui seront obligatoires chaque année pour les personnels immobiliers, eh bien, telle proportion pourra se faire sous forme distancielle. Donc on sait où on va. Maintenant, on va essayer de préciser avec mes invités comment les choses vont se faire et quelles sont les attentes. Alors je vais peut-être commencer légitimement par le client, c'est-à-dire par celui qui va utiliser cette formation continue. François Gagnon, tu présides, je peux passer au tutoiement, dans l'univers de nouvelles technologies, voilà, et puis on se connaît. Tu présides ERA pour la France et pour l'Europe. Tu viens d'un autre continent, tu as aussi un regard à cet égard utile sur l'enseignement à distance. Il est très utilisé outre-Atlantique. Comme patron d'ERA France, qu'attends-tu, si vous n'avez pas encore mis en œuvre cette forme d'enseignement, qu'attends-tu des nouvelles technologies pour répondre aux obligations de la loi Allure et plus largement pour la montée en compétences de tes franchisés et de leurs collaborateurs ? Merci beaucoup Henri et merci aussi à Rent justement et à Hervé de nous avoir invités pour participer à ce panel. C'est un honneur, un plaisir d'être avec vous. Et ce qu'on a fait en ce qui concerne la loi Allure et l'équivalent de cette loi, si on parle au niveau européen, c'est que des formations continues existent dans un grand nombre de pays européens. Si on parle pour un instant par rapport à la Suède, où ERA est présent, la Belgique, la Hollande particulièrement, qui ont des niveaux de formation continue très très importants, un peu moins en Portugal, moins en Espagne, même en Espagne il n'y en a pas du tout. Ce qui est important pour nous, c'est justement d'avoir mis en place et d'avoir réfléchi auparavant, quand on a senti le vent venir, si on peut dire, et d'avoir mis en place justement un certain nombre de formations qu'on a mis en ligne, qu'on a appelé des e-learning, bon, ça donne un nom anglophone, ce qui permet de paraître encore plus technologique. Et de cette façon, avoir la possibilité d'avoir en ligne accès à des formations. Aujourd'hui, on en a à peu près une quarantaine de formations qui ont été faites par nos formateurs, justement pour présenter le métier, surtout dans l'aspect commercial.
par rapport à nous pour aider en s'appuyant sur des sociétés, des organismes externes pour les formations, on va dire, juridiques, administratives. Nos formations, c'est-à-dire nos méthodes de travail, notre fonctionnement particulier à nous, sont faites justement avec ces formations en ligne, en externe. Et on a aussi mis en place, en utilisant les technologies, des formations qu'on a fait en faisant un peu un mix des deux, on va dire, qu'on a appelé des e-learning, qui était non pas une vidéo, mais une formation live, qui était faite dans un endroit quelque part et rediffusée par l'intermédiaire de Skype, qui est rediffusée sur un autre endroit, sur un autre lieu, simultanément, avec la possibilité, en ayant, on va dire, quelqu'un qui était un peu là pour piloter, non pas un formateur, mais pour piloter le lieu où cette formation à distance prenait place, justement pour faire remonter éventuellement des questions ou des informations. Et ce que l'on constate, c'est que par rapport à l'immobilier, cette direction, cette décision d'aller dans ce sens, pour nous, c'est une très très bonne chose. Ça ne peut qu'améliorer le professionnalisme de la profession, ça ne peut qu'augmenter, améliorer, on va dire, l'image de l'agent immobilier auprès du grand public, qui malheureusement n'a pas forcément la meilleure image, et ça c'est pas français, je vous le rassure, ça c'est un peu partout. Et d'ailleurs, même aux États-Unis, c'est le cas qui existe, sachant que si on prend le cas des États-Unis, où j'y fais beaucoup de travail encore, chaque État aux États-Unis a des obligations différentes pour la formation continue, en termes de nombre d'heures, qui sont faites a priori à peu près tous les 2 ans. Et juste un petit exemple tout bête, si vous prenez le cas de l'État de la Floride, si vous êtes agent immobilier ou négociateur, dans les 2 cas de figure, parce que l'obligation de la formation continue est non seulement pour l'agent immobilier, ce qui va surtout concerner la loi Allure, mais aux États-Unis, c'est aussi pour le négociateur, donc c'est les deux. En tant que négociateur, vous avez l'obligation de faire à peu près 65 heures de formation continue tous les 2 ans en Floride. Si vous êtes au Texas, pour des raisons que j'ignore, il y en a à peu près pour 180 heures de formation continue. Pourquoi la différence ? C'est géré État par État, et c'est eux qui ont choisi, décidé que cette formation continue serait plus importante. Alors, on peut préciser, j'ai donné un chiffre rustique, mais qui est sans doute proche de la réalité, que 150 000 personnes en France seront concernées. Il s'agit aussi bien des personnels dirigeants ou collaborateurs de l'administration de biens que de la transaction. Il s'agit aussi, on va en parler avec Olivier, des travailleurs non salariés, c'est-à-dire des agents commerciaux, tous ceux qui sont appelés à être en contact avec la clientèle. Voilà pourquoi une différence entre le 250 000, la totalité des collaborateurs, qui comprend aussi les comptables mandants par exemple, et puis les 150 000. Donc une obligation qui va tomber très largement sur la profession en France. Très intéressant d'avoir des éléments de comparaison. Est-ce qu'on peut dire, dernière chose François, que la faible appétence aujourd'hui à la formation continue, profession immobilière en France, je parlais de 10 000 personnes, c'est peu, a pour origine un insuffisant recours au distanciel. Est-ce que le présentiel est effectivement un frein, un embarras, pour être clair, et est-ce que le distanciel va libérer l'envie de faire de la formation, sans même parler d'obligation, parce que tout ne sera pas obligatoire. Tu parlais de formation commerciale, l'obligation loi Allure risque de porter davantage sur les fondamentaux juridiques, civils, fiscaux, techniques. Voilà. Est-ce que ça va libérer les consciences ? À espérer que ça libère les consciences, oui, sachant que plus on arrive à simplifier, à faciliter l'accès à cette formation, justement par le fait de pouvoir faire la formation à distance, dépendant de comment elle sera faite, soit ça sera en direct avec un formateur qui fait la formation en direct en utilisant Skype ou WebEx ou une autre forme de technologie pour le faire, ou que ça soit fait par vidéo, chose qui est souvent le cas aussi, en facilitant l'accès à cette formation, à espérer que ça puisse le libérer et augmenter le nombre de participants, ce qui sera dans l'intérêt de tous, incluant la profession. Et en ce qui nous concerne, nous, on est ravis, on y souhaite la bienvenue justement à cette nouvelle vision, parce qu'en améliorant le professionnalisme, tout le monde y gagne, et les collaborateurs qui, quelque part, ne sont pas forcément intéressés, qui n'ont pas envie de suivre et d'être formés, c'est justement les collaborateurs avec qui on ne veut même pas travailler, de façon à augmenter l'image de la profession en général. Merci beaucoup François. Merci beaucoup. Le micro à Olivier Colcombé, si tu le veux bien. Alors Olivier, il est aussi du côté des utilisateurs, puisqu'il est à la tête d'une entreprise. On lui a volé un M, c'est Optimum. Pour Catherine, c'était une usurpation de prénom. Pour Olivier, c'était un nom abîmé, nom d'entreprise. Alors Optimum,
merci. C'est bon. C'est pas terrible. Il faut que je sois en face. Et c'est possible de baisser un peu parce que ça fait cathédrale. C'est bon là? Voilà, merci beaucoup. Comme j'ai la voix forte en plus, je parlais d'Optimum pour dire que c'était une entreprise alors particulière. C'est un modèle d'exercice de la transaction encore jeune dans notre pays, mais bien connu aussi outre-Atlantique, où ce modèle est né. On parle de réseau d'agents mandataires. Alors, peut-être un mot, parce que je ne sais pas quel est le degré de culture de l'assistance sur ce qu'est un réseau de mandataires. Je pense qu'Olivier, il t'appartient de décrire le fonctionnement. Et puis, très naturellement ensuite, de nous dire, on va bien voir dans ta description quelle est la place du numérique, du virtuel, nous dire en quoi tu es déjà utilisateur du numérique pour la formation et comment l'obligation loi Allure, qui va peser sur tes conseillers, pourra trouver une solution numérique. Merci Henri, bonjour à tous. Donc effectivement, Optimum, réseau d'agents mandataires, national et implanté au Portugal et en Allemagne. Pour nous, la particularité, c'est que nos conseillers sont indépendants, travaillent en home office, et donc notre rôle, c'est de sélectionner des talents et de les amener à être de vrais professionnels de l'immobilier. Donc la formation chez Optimum, c'est plus de 50 000 heures par an, puisque tout débutant commence par 15 semaines, un parcours d'intégration de 15 semaines qui intègre 8 jours de formation académique, métier, attitude, technique de l'immobilier, évaluation, et je ne vous donnerai pas le long chapelet des thèmes abordés. Alors Allure, pour nous, très sincèrement, ce n'est pas une contrainte, c'est plutôt une opportunité, puisqu'on a dépassé depuis très très longtemps les exigences que Henri nous a dévoilées, puisqu'on ne sait pas exactement les contours actuellement. Donc ça, c'est la première chose. Ces 8 jours sont en présentiel, on y tient, parce que le présentiel, c'est aussi du partage d'expérience, c'est aussi un esprit d'équipe, c'est aussi des mises en situation, des jeux de rôle, qu'il n'est pas forcément possible de faire, bien évidemment, quand on est en e-learning, en MOOC ou autre vidéo. Donc chez Optimum, de par la distance et de par la variété des profils, on a adopté les différentes solutions techniques qui nous permettent de former nos conseillers et futurs conseillers. Donc ça veut dire, donc je l'ai précisé, le présentiel en formation initiale, mais aussi en formation continue. Les webinars, donc on en a toutes les semaines, où on donne rendez-vous à des conseillers sur des thèmes précis qui sont animés en live avec une vidéo, un support, lui, qui est déroulé. Donc pour être précis, on ne voit pas le visage de celui qui l'anime, mais sa voix est en live et on pose en chat, en général, des questions ou on les pose en live, mais c'est souvent perturbant pour l'animateur, donc c'est plutôt en chat et il répond aux questions. Et puis bien évidemment, la technologie aidant, on a décidé, et il est logique qu'un auto-entrepreneur, un agent mandataire qui est libre de ses mouvements, de son emploi du temps et du reste, eh bien il a des besoins de formation qui sont à des moments potentiellement incongrus ou sur lesquels on n'aura pas de formateur à disposition. Donc le e-learning, le MOOC ou les vidéos sont effectivement de vraies opportunités pour leur donner un rendez-vous qui est à leur décision et non pas à la nôtre. Donc sans contrainte, à toute heure. Et bien évidemment, on en profite pour faire des focus, donc des petits sujets qui durent en général moins de 15 minutes, sinon c'est rébarbatif, et qui font vraiment un point précis sur un sujet que l'on pourrait dire une piqûre de rappel, une révision, un conseiller qui hésite dans un processus, dans une réflexion, eh bien, il va aller se nourrir à sa guise sur des systèmes de vidéo ou des systèmes de MOOC. Voilà, donc c'est tout à fait au cœur des dispositifs. Je suis vraiment désolé, entre le micro et le bruit. C'est de la Villette, quoi. Hein, voilà, bon, c'est la vraie vie, donc c'est aussi du live. Donc on leur met tout ceci à disposition pour qu'ils s'enrichissent, parce qu'on croit que la performance, c'est aussi le respect du client. Le dernier point que je voudrais aborder, c'est bien évidemment le contrôle de compétences et de connaissances. Là, à nouveau, c'est un fabuleux outil pour que
l'individu, l'étudiant entre guillemets, puisse valider ses compétences online à tout moment par rapport au cours qu'il aura suivi de façon dématérialisée. Olivier, je retiens que la flexibilité dans un réseau comme le tien, avec 1 millier de conseillers. Plus d'1 millier de conseillers. Voilà, répartis sur tout le territoire, cette flexibilité territoriale, spatio-temporelle est absolument essentielle. La question du coût que j'évoquais, parce qu'il ne faut pas donner le sentiment que tout ça est éthéré, c'est aussi un objectif d'économie et de rationalisation des coûts de formation. Alors le premier coût de la formation, c'est le coût d'opportunité. Quand un conseiller est en formation, il n'est pas sur le terrain, il n'est pas auprès de ses clients. Donc celui-ci, très souvent, on l'oublie. Et ensuite, bien évidemment, c'est des kilomètres, c'est du temps, c'est des heures. Donc les faire à tout moment et à leur guise, c'est aussi optimiser leur temps de travail par rapport à leur clientèle, par rapport à leur programme. Tu as dit, et je suis très attaché à ça, comme président d'école, que le présentiel, pour toi, avait du prix. Est-ce qu'on peut estimer la proportion, dans une année de formation d'un conseiller, la proportion de présentiel et de distanciel? Puisque les textes vont nous parler à ce sujet-là, on ne les a pas encore, il est peut-être encore temps de les inspirer. Ça fonctionne comment chez Optimum? Alors pour un nouvel entrant, on l'appelle un débutant, quel que soit son profil, c'est d'office 8 jours de présentiel en salle, 2 fois 4 jours pour être précis. Donc ça c'est d'office. Et ensuite, tout au long de l'année, ils ont des propositions au sein d'Optimum Academy. Donc j'ai signé il y a 18 mois un contrat avec KPMG Academy qui fait donc des formations plus techniques. Ça peut être la SCI, ça peut être le viager. Vraiment des sujets sur lesquels on s'appuie sur des professionnels qui ont fait leurs preuves de façon technique, très précise. Et ensuite, s'ajoute à cela, nous avons des responsables régionaux qui animent aussi des sujets en région où les conseillers sont invités à se joindre à des journées. C'est 3 fois par semaine dans 6 régions, toutes les semaines. Et pour finir, on a des formations plus précises dans des sujets comme le commerce, le neuf, c'est 3 jours pour le commerce, c'est 3 jours pour le neuf. Le coaching et la relation client, c'est 2 jours. Voilà, donc un agent assidu, il est plutôt à une vingtaine de journées par an qu'aux 8 de départ. Alors je retiens aussi, vous me permettrez cette allusion à des querelles que je crois stériles, mais que les réseaux de mandataires font de la formation alors. Parce qu'on a beaucoup entendu qu'ils n'en faisaient pas, qu'ils en faisaient moins que la profession traditionnelle. Vous en faites? Nous avons la fierté de pouvoir dire qu'on fait de la formation et énormément de formation. Bon, alors, le micro, si tu le veux bien, à Alain Millet, qui est à la charnière, hein, comme on dit au rugby. Pardon de cette évocation un peu douloureuse. Encore ces jours-ci, à la charnière parce que, Alain, tu es vice-président de l'UNIS, donc une organisation professionnelle qui rassemble aussi des spécialistes de transactions, mais très largement des administrateurs de biens, on le sait. Et puis, tu es un formateur de très longue date, bien connu de la profession. Tu as fait du présentiel pendant des années. Et aujourd'hui, je crois que tu bascules sur le virtuel, le digital. Voilà, donc j'aimerais que tu nous donnes à la fois le point de vue du syndicat vis-à-vis de ceux qui se préparent. Vous participez aux travaux qui vont mener au texte que j'ai évoqué. Et puis, le point de vue d'un apporteur de solutions. Et ensuite, très naturellement, on passera vers Patrice ou vers Catherine, qui sont eux-mêmes des apporteurs de solutions. Donc, je représente ici effectivement le syndicat UNIS qui, comme tout syndicat professionnel patronal, se doit d'apporter 3 catégories de formation, enfin 3 thèmes principaux de formation qui sont la formation pour le syndic, pour le gestionnaire de locatif et puis pour le transactionnaire et celui qui fait des locations. Et pour répondre à ta question, tout de suite, il est bien évident qu'on va être obligé de s'adapter à la formation à distance. Alors il y a 2 catégories de formes de formation à distance. Celle qui se fait asynchrone, c'est-à-dire il n'y a pas de participation d'un formateur, un peu comme on lirait sur une tablette, sauf que sur les formations asynchrones, on est obligé de répondre à un quiz, et puis si on a réussi un pourcentage, eh bien on pourra passer au paragraphe suivant, et ainsi pouvoir apporter la preuve qu'on a suivi de la formation et que grâce à ça, selon le nombre d'heures qui nous seront imposées et qu'on ajoutera aux heures de formation en présentiel, eh bien, on pourra se voir renouveler soit la carte professionnelle, soit la carte d'habilitation. Alors, pour ce qui concerne maintenant la formation présentielle, il est bien évident que non pas, elle ne va pas disparaître,
Et je vais reprendre ce que vient de dire mon collègue juste avant, à savoir que le lien social, le lien entre le formateur et les personnes est absolument essentiel, sauf que la vision d'avenir, c'est qu'on va vers une diminution du présentiel au profit du distanciel, qui a pour mérite, notamment si on regarde le temps des gabarits, c'est-à-dire des thèmes de formation, de pouvoir en 20 minutes traiter un thème tout en restant au bureau, tout en pouvant se grouper avec d'autres, ce qui est évidemment au point de vue économique un gros avantage, et au point de vue de l'organisation également, puisque le présentiel suppose des frais et une mobilisation qui quelquefois peut paraître comme ennuyeuse. Donc sur le principe, les formations dites présentielles que j'ai eu l'honneur de faire jusqu'à présent, eh bien je sais qu'elles vont diminuer en nombre par rapport aux formations distanciel. D'ailleurs, il faudra comment dirais-je, bien examiner le décret qui va paraître, parce que nous serons tenus par un pourcentage sur les temps de formation pour ce qui concerne la formation distancielle. On avait déjà entendu parler de 40% de la formation maximum en distanciel pour 60% au moins de formation en présentiel. Donc c'est une grande évolution. Tu as parlé d'une inflation du nombre d'apprenants qui va arriver. Ça va se traduire par des dizaines de milliers. Donc le problème qui va se poser, c'est est-ce qu'on est prêt pour pouvoir assumer ces vagues de formateurs d'apprenants qui vont venir? Et là, effectivement, la formation à distance peut répondre, puisque là, il n'y a pas de limite à pouvoir suivre à distance une formation dès lors que c'est un gabarit que l'on suit et avec les questions auxquelles on répond. Une petite précision à ce sujet. Bien évidemment, cette obligation va tomber avec les textes d'application sur toute la profession, mais ce sera mis en œuvre au fil de l'eau, puisqu'il y aura un lien avec le renouvellement de la carte professionnelle ou de la délégation dont on est porteur. Et donc, tant que la carte ou la délégation est valable, on n'aura pas urgemment à suivre la formation. Mais il faudra pouvoir en attester quand on se présentera devant la Chambre de commerce et d'industrie pour renouveler son autorisation d'exercer. C'est au fil de l'eau que ça va se Alors voilà, c'est une grande interrogation que nous avons. Quand est-ce qu'il va falloir que l'on prouve, premièrement, qu'on a assisté à de la formation? Est-ce que c'est à la fin 2016 pour pouvoir être renouvelé par les chambres de commerce en 2017? Et puis aussi, est-ce que ça s'intègre dans un parcours de formation, puisque nous sommes tenus d'insérer les thèmes les uns avec les autres dans le cadre d'un parcours de formation avec des grandes masses, évidemment, juridiques, éventuellement commerciales. Voilà, donc ça, c'est une interrogation pour laquelle, on aimerait bien avoir la réponse rapidement, mais il est bien évident, il n'y a peut-être pas de caractère d'urgence, mais il est bien évident qu'on a intérêt à commencer l'année prochaine pour déjà avoir ces certificats en fin d'année, faute de quoi, il est possible que si on les exige l'année suivante, on ne puisse pas être renouvelé si on n'a pas subi un certain nombre d'heures de formation dans l'année. Dernière question un peu malicieuse par rapport aux deux intervenants suivants. Quand on est un syndicat professionnel, ce sera le cas de l'UNIS, de la FNAIM ou du SNPI, quand on est le Conseil national de la transaction et de la gestion, on peut aussi avoir l'inquiétude de la compétence des organismes de formation. Alors cette inquiétude, elle existe déjà avec le présentiel, mais le présentiel a quelque chose de rassurant, on peut palper. Est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude majorée liée à des organismes de formation distancielle? Est-ce que ce n'est pas la porte ouverte aussi à l'imposture et à l'incompétence? Alors c'est une très bonne question, bien sûr, parce que c'est toi qui la poses, mais je dirais que bien évidemment nous allons être obligés de réduire, de nous interroger sur la qualité des sociétés de formation qu'on serait amené à solliciter. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'il va falloir être référencé. Référencé, ça veut dire certifié. Apporter les preuves de son savoir-faire, apporter les preuves de son existence, et puis aussi de l'expérience de ceux qui vont être amenés à faire de la formation. Parce que tout est là. Faire de la formation, c'est un mot noble, mais ça dépend qui l'a fait, et ça dépend quel thème on développe, et seulement avec quel degré d'expertise. Voilà pourquoi, d'ailleurs, il faudra être certifié en ce qui concerne les organismes de formation, ce qui va tout à fait dans le sens de ce que nous souhaitions à l'UNIS. Parfait, c'est très clair. Le micro à ton voisin de droite, si tu veux bien. Alors, Patrice de Beaufort. Patrice, tu es une figure de l'univers immobilier depuis longtemps, et puis tu as fait le choix professionnel, il y a quelque temps, d'aller
dans l'univers de la formation, et puis de mettre bout à bout ta connaissance du secteur immobilier et puis ta compétence en formation dans une entreprise particulière, Formadis, hein, la marque d'Itou, qui a fait le choix de l'enseignement à distance et donc du recours aux nouvelles technologies. Alors, 2 mots sur votre préparation, votre état de préparation à répondre aux obligations, notamment de la loi Allure pour la transaction et la gestion. Alors bonjour. Oui, Formadis en 2 mots. Donc c'est le leader français de l'enseignement privé à distance aujourd'hui, avec 9 écoles et 60 000 élèves. Pour vous dire que la volumétrie, on sait la gérer, et avec une école parmi les 9 écoles qui est l'école chez soi, qui a été créée en 1891, j'ai bien 1891, pour vous dire qu'on a une expérience dans l'enseignement à distance. Évidemment, à l'époque, ce n'était pas l'e-learning. Dans cette école, l'école chez soi, il y a un certain nombre de formations sur les métiers de l'immobilier. On peut citer le cours Admer aussi. Oui, le cours Atmer qui fait partie du groupe. Oui, absolument. Parmi les premières écoles parisiennes à former à distance des enfants d'expatriés, de diplomates. Voilà. Absolument. Donc l'enseignement à distance, on a cette expérience. Donc l'école chez soi a un certain nombre de formations dans l'immobilier, comme les préparations au métier de négociateur immobilier, administrateur de biens, etc. Mais c'est pas le sujet. Quant à pouvoir répondre à des demandes de formation, donc nous on est spécialiste de la formation à distance. La formation à distance comprend l'e-learning. On a souvent tendance à assimiler les deux, mais l'e-learning n'utilise que le numérique. La formation à distance utilise tous les supports pédagogiques possibles en fonction des contenus pédagogiques qu'on souhaite faire passer aux apprenants. Donc évidemment, on a un certain nombre de solutions. Il y a la question, je vais juste donner une information entre le présentiel et le distanciel. Qu'est-ce que c'est que le présentiel ? Est-ce que c'est être dans une salle comme on l'est aujourd'hui, ou est-ce qu'une classe virtuelle peut être considérée comme présentielle ? Je vais citer, en ce qui nous concerne, le FONGECIF Île-de-France, qui prend en charge un certain nombre de formations, et avec un minimum de présentiel, considère les classes virtuelles comme du présentiel. La classe virtuelle, je vous rappelle, vous avez un professeur, des élèves qui peuvent intervenir tout au long de la classe, et le professeur va pouvoir, confirmer et valider la présence des élèves lors de cette classe virtuelle. Alors, sujet très important, je t'interromps pour y insister. Effectivement, la question du financement par les fonds collecteurs de la formation, AGFOS PME pour la branche administration de biens de transaction, FONGECIF également, FIFPL pour les travailleurs non salariés, cette question est essentielle. C'est-à-dire que selon la conception qu'ils auront du distanciel, il y aura ou pas la prise en charge financière que les professionnels attendent. Exactement. Alors nous, donc, on fait de l'enseignement à distance avec tous les moyens techniques qui ont été évoqués, et évidemment. Il y a aussi un élément, c'est la validation des acquis et le contenu. Effectivement, alors nous, je vous dis depuis 1891, donc je pense qu'on sait faire. Il y a 2 choses dans la formation à distance, puisque c'est notre spécialité. C'est effectivement le contenu validé, la qualité des auteurs, de ceux qui ont créé les cours, mais aussi des, entre guillemets, professeurs ou formateurs qui vont suivre à distance, en synchrone ou en asynchrone, les élèves. Mais il y a aussi la qualité de ce que j'appelle la scénarisation et la séquentialisation des contenus. Parce que le savoir-faire d'une formation à distance est certes son contenu, mais le contenu, à la limite, on va le trouver partout. Il sera même normé, probablement, dans le cas de la loi Allure. Mais en revanche, le savoir-faire qui fait que la formation va être efficace, c'est aussi la bonne scénarisation et la bonne séquentialisation des formations et des contenus. Et puis après, il y a la validation des acquis. Alors la validation des acquis, nous, on le fait de plusieurs manières. Il y a effectivement les quiz. Mais les quiz, il faut savoir comment on les utilise. Est-ce que c'est un quiz, je dirais, qu'on a le droit de faire en une fois et on ne peut pas le refaire, parce que si on le refait, comme on voit dans certaines formations, je ne dirais pas chez qui, mais où on peut refaire son quiz 10 fois pour enfin avoir toutes les cases vertes et non pas rouges. On y arrive. On y arrive à la fin, hein, et pourtant on n'est pas certain que la personne ait acquis les connaissances. Donc il y a des systèmes de quiz où on n'a pas le droit à l'erreur, où on doit le faire en une fois et après ça donne une note. Voilà. Après il y a aussi, il peut y avoir des corrections par des professeurs physiques. On peut aussi considérer qu'il peut y avoir, dans le cadre de la formation, 1 ou 2 devoirs qui vont être des devoirs personnels du formé et où un professeur ou un formateur précédemment désigné corrigera. Et donc, on pourra avoir une validation des acquis de cette manière. Et puis, il y a aussi, dans la formation à distance, ce que nous, on fait, c'est
des permanences des formateurs, c'est-à-dire que, comme disait monsieur tout à l'heure, la formation à distance permet de se former quand on veut, et c'est un des atouts, hormis le fait que ça coûte moins cher. Les gens se forment à l'heure qu'ils veulent, au moment où ils veulent, quand ils sont meilleurs, et s'ils sont meilleurs à 6h du matin ou à 11h du soir, peu importe. Et nous, on met en place, alors pas à 11h du soir, mais des permanences téléphoniques des formateurs, et quelqu'un qui a un problème, qui a une question, quelque chose qu'il n'a pas compris, peut appeler en synchrone un professeur sur rendez-vous pour un formateur pour avoir une explication à sa question. Donc la formation à distance, ce n'est pas que le e-learning. Il y a le e-learning. Dans le e-learning, il y a plusieurs solutions. Validation en une fois ou pas. Inscription à des classes virtuelles qui font qu'on peut considérer, si le professeur dit oui, monsieur Dupont était bien là, que c'est du présentiel. Donc en fait, il y a beaucoup de questions et il y a les solutions. Après, ça va être les utilisateurs qui vont définir ce qu'ils veulent. Nous, on sait répondre a priori à peu près avec l'expérience qu'on a à toutes les problématiques, qu'elles soient techniques et surtout, je le répète, de scénarisation et de séquentialisation, parce que c'est grâce à ça que les contenus et les apprenants progressent le mieux. Alors Patrice, merci beaucoup. Le micro à l'autre bout de la scène. 2 points très importants, merci de les avoir précisés. Le distanciel, ce n'est pas la transposition pure et simple du présentiel. Il y a une scénarisation, il y a un savoir-faire. Ton groupe l'a développé, c'est un savoir-faire particulier. Et sur les modalités d'évaluation, point très important, Olivier l'avait abordé, François aussi, c'est déterminant. Parce qu'aujourd'hui, le doute qui pèse sur le distanciel réside énormément autour de ça. On se dit, est-ce qu'il y a la même efficacité pour transmettre les compétences, puisqu'il n'y a que ça qui compte, hein, c'est le résultat de l'appropriation des savoir-faire. Et puis juste pour faire sourire, et peut-être t'apprendre quelque chose, tu as eu un client prestigieux, Jean d'Ormesson, qui a fait toute sa scolarité au Cours Atmer, hein, il était fils d'ambassadeur, et il dit volontiers, je ne suis jamais allé à l'école, puisqu'effectivement, il a toujours reçu les cours par correspondance, et il a renvoyé ses copies au Cours Atmer, rue de Londres, et il recevait les corrigés. Voilà. Catherine Cotin, et non pas Christine, même si c'est joli aussi, Christine. Un mot, si vous le voulez bien, sur votre société, parce qu'on est aussi là pour faire connaître des intervenants dans l'univers immobilier, qui sont des spécialistes de nouvelles technologies. Votre contribution aujourd'hui à la formation, la manière, comme l'a fait Patrice, dont vous concevez votre rapport de manière très appliquée à la transaction ou à la gestion, qui va avoir des besoins considérables. Bonjour, donc Business Field est une société qui fournit de l'information et du contenu juridique, exclusivement juridique, auprès des professionnels de l'immobilier depuis 20 ans. Donc par 2 offres, au travers de 2 offres, une offre de hotline juridique qui permet aux professionnels de l'immobilier d'avoir, comme s'il avait un juriste à disposition, donc la possibilité d'avoir toutes ces réponses réglementaires au quotidien, et au travers de formations. Et il n'y a pas si longtemps, le distanciel n'était pas forcément dans nos catalogues, on était vraiment sur du présentiel. On travaille avec beaucoup de réseaux, avec des programmes de formation, aussi bien pour des gens qui sont novices dans la matière, donc des gens qui rentrent comme agents immobiliers mais qui ne connaissent rien, aussi bien aussi pour des gens qui ont besoin de se perfectionner. Et puis la loi Allure nous a fait amener à être beaucoup plus rapide et réactif par rapport justement à la loi qui est en vigueur du jour au lendemain, qui en plus est modifiée plusieurs fois, plusieurs mois après. Donc il était vraiment plus possible d'être que sur du présentiel, et donc on s'est lancé dans le distanciel, notamment au travers de classes virtuelles. Donc nous, la particularité, c'est qu'on est resté à peu près sur les mêmes formats que le présentiel, dans le sens où en présentiel, on a à peu près 15 personnes maximum par session, et sur nos classes virtuelles, on a à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on ne veut pas... le droit aujourd'hui est très complexe, la réglementation est de plus en plus complexe. On ne peut pas dire que les professionnels de l'immobilier se jettent à corps perdu sur les formations juridiques. Ils préfèrent peut-être des formations qui les aident mieux à vendre ou à rentrer des mandats ou à gérer leurs clients ou leur personnel. Donc du coup, on est sur des formats effectivement, en tout cas des effectifs qui sont pas trop importants, et des formats qui sont d'1 heure, 1 heure et demie, qui sont assez intéressants dans le sens où déjà il y a donc un formateur qui explique, qui déroule un exposé à l'aide d'un PowerPoint, mais qui va surtout avoir beaucoup d'interactivité avec chaque participant, qui va le solliciter régulièrement au travers de jeux, de quiz, donc de sondages pour savoir si vraiment les connaissances sont validées.
Et puis, notre format, c'est à peu près 1h30, donc c'est 1 heure d'exposé et une demi-heure après de questions-réponses, ce qui continue d'avoir, qui nous permet de continuer d'avoir un échange avec chaque professionnel et surtout un partage d'expérience. Catherine, c'est pas long, 1 heure d'exposé. Je suis un peu provocateur, mais je suis là pour apprendre des choses aussi, parce que pour le coup, je connais un peu mon sujet en présentiel, en distanciel. Je vais évidemment, je suis en train de le faire, franchir le pas, mais on entendait des formats de 20 minutes. Je pense qu'il n'y a pas une absolue vérité. On entend pour des formations juridiques, certes, et on peut le comprendre, des formats d'1 heure. Quelle religion il faut avoir là-dessus ? Nous, 1 heure, pour nous, c'est le bon format. Pas plus, pas moins. Pas moins parce que sinon, on va faire du webinar dans ces cas-là et des formats enregistrés de 2-3 minutes où on va vraiment être sur un focus, sur un point très précis. Mais quand on veut parler d'une actualité juridique, on s'en est beaucoup servi pour l'actualité juridique notamment, il nous faut quand même au moins 1 heure d'explication. Mais surtout, c'est pas trop long parce que le participant est régulièrement sollicité par justement des jeux, des quiz, qui lui permet donc et aussi la possibilité pour lui d'intervenir et de poser une question par un système de main levée. Il y a aussi donc le formateur qui apparaît à l'écran, le déroulé du PowerPoint, donc c'est franchement pas trop long. Et puis après, la demi-heure qui reste, c'est vraiment là, c'est un échange. Donc le professionnel est là pour justement expliquer quelles sont ses questions, enfin nous poser des questions et partager ses expériences. Pendant que le moteur diesel du camion chauffe, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le diesel, il faut les chauffer un petit peu. Ça peut durer. Je pense qu'on va terminer d'ailleurs sur cet arrière-bruit. Sur les formateurs, une question aussi curieuse. On parlait de transposition qui ne peut pas se faire de manière bête et méchante. Est-ce qu'un formateur, un excellent formateur présentiel, peut être un mauvais formateur distanciel sur une classe virtuelle? Alors faites attention parce que dans la salle, moi j'ai des profs de mon école qui sont là et ils vont peut-être se dire qu'ils sont plus à la hauteur. Comment on fait plus sérieusement pour transformer un enseignant classique en enseignant distanciel? Alors tous nos formateurs ont été formés au distanciel, donc enfin en classe virtuelle. La difficulté, elle est aussi technologique, c'est-à-dire qu'au-delà effectivement de l'exposé du formateur, il va falloir qu'il gère, qu'il jongle quelque part entre ce qu'il dit et ce qu'il va apparaître à l'écran, ce qui est le plus difficile pour chacun. Donc c'est de l'entraînement. Après, un formateur, il a une certaine dynamique, il l'aura de la même façon en classe virtuelle. La seule particularité, c'est effectivement de pouvoir jongler entre son écran, son clavier et ce qu'il est en train de dire, ce qui est une petite mécanique et qui se passe bien à force d'entraînement. Aspect économique, et Patrice pourra aussi prendre le micro pour apporter son éclairage, ça me préoccupe parce qu'on se dit aussi, le virtuel c'est gratuit. Je fais un raccourci, mais bon, l'Internet c'est gratuit, donc le virtuel c'est gratuit, les MOOC c'est gratuit, les SPOC, il n'y a pas de raison pour que ça ne le soit pas. Moi je suis en train d'en faire, ça n'est pas gratuit. Enfin, en tout cas, il y a un investissement à faire. Alors à l'arrivée, comment ça se passe? À quoi les professionnels doivent-ils s'attendre? Ils s'attendent à une rationalisation des coûts, on en parlait avec Olivier, ce qui n'est pas une gratuité. Vous pouvez même donner des exemples, des illustrations. Qu'est-ce que ça coûte, l'enseignement virtuel? Donc forcément, ça coûte moins cher parce que, comme vous le disiez, il n'y a pas de frais de déplacement, il n'y a pas de mobilisation de temps pendant une journée, donc les gens restent au sein de l'agence. C'est aussi intéressant de pouvoir former toute l'agence, c'est-à-dire qu'avant, il y avait une personne qui allait en formation présentielle et du coup qui devait ensuite reformer l'agence. Et Dieu sait que la réglementation est compliquée, donc après, on n'était pas sûr qu'effectivement la transmission se faisait de façon très qualitative. Là, les gens peuvent, au sein de l'agence, il y en a certains qui font... Des réunions avec grand écran où justement donc la classe virtuelle est diffusée. En termes de coût, c'est moins important forcément. C'est un coût, je crois qu'il faut, c'est un coût par agence. Pour vous donner un exemple, nous on vend une classe virtuelle 110 € hors taxe, donc la session. Donc avec effectivement un nombre d'inscrits suffisant pour pouvoir faire la classe virtuelle. Alors, la session, 110 € par personne? Ouais, 110 € hors taxe, non, par agence. C'est-à-dire par que structure, par connexion Internet, puisque nous, on a une connexion, ça se fait donc via, bien sûr, le site Internet, et via le téléphone. On travaille sur la technologie Webex. Pour ceux qui n'auraient pas les chiffres en tête, c'est à peu près à mettre face à 250 ou 280 € par personne pour du présentiel et par jour. Oui, ton point de vue, et on en terminera d'ailleurs. Oui, en règle générale, le distanciel est
moitié à un tiers, enfin à 2 tiers moins cher que le présentiel. En grande ligne, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en distanciel, ce qui coûte, c'est la création de la formation. Donc on va développer une formation, un contenu, c'est l'investissement, et après effectivement il y aura le professeur ou le formateur à payer, et lorsqu'il y a effectivement des classes virtuelles, le tuyau à payer, mais en fait c'est l'investissement. Après, plus on multiplie le nombre de formés, moins ça coûte en réalité. Un chiffre sur l'investissement pour en terminer, et là en fait je joue sur les arrêts de jeu, je dis à notre arbitre. On avait commencé un peu en retard, je reprends juste 2 minutes. L'investissement pour faire une classe virtuelle, pour faire un SPOC, c'est-à-dire un enseignement dédié virtuel, est-ce que tu peux donner une illustration pour qu'on sache un peu où on va ? C'est très difficile, non, parce qu'en fait, si on n'en fait qu'une, ou si on l'a fait 10 fois, ou la durée de la formation, le contenu, quel est le formateur, ils ne sont pas tous selon le niveau au même prix, ce serait dire n'importe quoi. Je préfère pas. Eh bien, sur cette réponse honnête, je vais remercier nos intervenants, beaucoup, parce que moi j'ai appris beaucoup de choses, alors je ne doute pas que c'est le cas aussi de l'assistance, et on va voir s'ils étaient heureux en fonction de leurs applaudissements. Merci beaucoup de votre intérêt pour cette table ronde.